Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Carré Politique, votre émission de décryptage de l'actualité sociopolitique sur BNews. C'est désormais chose faite. 3 jours de suspense, de supputation et de guerre de chiffres. La Commission électorale nationale autonome a fini par livrer aux uns et aux autres les résultats issus du scrutin du 17 mai dernier. Selon les chiffres officiels rendus publics par Emmanuel Tiando et ses pairs, 3 formations politiques pourront désormais se partager les 77 communes du Bénin. Quelles analyses peut-on faire de ce verdict qui consacre l'ancrage national de 3 formations politiques sur les 5 alignés dans les starting blocks de ces élections? Quel avenir devra-t-on désormais envisager pour les 2 formations politiques qui n'ont pu franchir la barrière des 10% requis pour concourir à l'attribution de sièges? La question sera au menu de cette émission exclusivement dédiée à l'analyse des résultats des 4e élections communales et municipales de l'ère de la décentralisation au Bénin. Et pour en parler, j'ai en plateau Malfric Dieklounon. Bonjour. Bonjour, éminent journaliste. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Vous êtes journaliste, directeur général du groupe de presse Communal Info. Merci. Et face à vous, pour faire le débat, quelqu'un qu'on ne présente plus, en tout cas, un consultant presse de la maison, Alphonse Moïse Soudé, bonjour. Bonjour à vous, Gabin. Merci pour la disponibilité permanente. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, nous sommes en train d'embarquer ainsi pour le débat et pour planter le décor, voici les notes de la semaine. Eh bien, bonjour à vous, chers invités. Nous allons donc commencer cette émission à travers les notes, nous sacrifier à notre tradition habituelle. Alphonse Moïse Soudé, je vais commencer par vous. Quelle note donnez-vous à cette actualité? Je donne la note 7. 7. Pour la conduite et la célérité dont a fait preuve la Sénat. Ok, dans l'application des résultats pour l'organisation du processus électoral. Alors, je viens à vous, Afrique Diaklouno. Quelle est votre note pour cette actualité? La note 6. Vous donnez 6. Merci à vous. Je vais commencer par vous, Alphonse Moïse Soudé, la commission électorale qui a fait diligence, vous l'avez dit. Comment apprécier? Quelles sont d'ailleurs vos premières impressions suite à l'application des résultats? Non, je crois qu'on a d'abord salué la promptitude et la célérité avec lesquelles la Sénat a fait le travail, parce que cela est allé vite. Déjà, 72 heures après les élections, nous avons eu les résultats, donc chacun est situé. Et j'ai vu les membres du Sénat être sereins. C'est-à-dire qu'ils ont fait le travail comme cela se doit. Ça veut dire quoi? Que quand vous mettez les moyens à la disposition d'un homme à qui vous confiez une mission, soyez sûr que vous aurez les résultats en temps voulu. Donc, la Sénat a fait un travail et le président l'a dit, il n'a pas cessé. Il n'a pas cessé de remercier tout le monde. Il a remercié tous ceux qui ont joué une certaine partition dans ce travail. Et je crois qu'on attend les recours pour pouvoir avoir les résultats définitifs. Mais je suis satisfait du travail qui a été fait. Cela a été fait. C'est un travail scientifique. Déjà, dès le premier jour où on pouvait appeler de l'arrondissement pour communiquer les chiffres par téléphone avant d'envoyer la version papier, je crois qu'on y a mis les moyens et cela rend davantage un peu crédible le travail fait par la Sénat. D'accord, Mafrique Diaklouno, la Sénat a fini par fixer, situer les uns et les autres pour mettre fin au suspense et au stress qui faisait déjà jour. Comment appréciez-vous globalement cette diligence avec laquelle la Commission électorale nationale autonome a rendu public les résultats des élections du 17 mai dernier? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier le président de la Sénat, remercier également tous ses collaborateurs qui ont fait preuve d'une sérénité remarquable. Vous savez, organiser n'est pas facile. Ils ont montré à la face du monde que quand vous confiez une mission, on vous donne les moyens, vous pouvez la réussir. Et donc, je voudrais d'abord saluer également tous les candidats qui ont participé à cette élection-là, parce que sans candidat, il n'y aura pas de Sénat. Saluer également tous ceux qui étaient sur le terrain pour donc faciliter la transmission en direct donc de ces résultats-là pour la crédibilité donc de cette élection-là. Et je crois que il reste encore, puisque nous attendons, comme l'a dit tout à l'heure le doyen, nous attendons les recours
pour véritablement nous situer sur les résultats définitifs. D'accord, parlons de résultats définitifs justement. Je vais vous faire la question. Les résultats ont confirmé l'ancrage de 3 formations politiques, notamment l'Union progressiste qui totalise, je crois, 930 249 voix pour... non, l'Union progressiste qui totalise plutôt 994 602 voix pour 820 sièges, qui a suivi du bloc républicain qui totalise 930 249 voix pour 735 sièges et les FCBE 372 818 voix pour 260 sièges. Les 2 autres formations politiques, je rappelle qu'elles ont été disqualifiées pour n'avoir pas franchi la barrière de 10%. Mais déjà, pour ces 3 formations politiques, est-ce qu'on peut dire que l'Union progressiste confirme sa suprématie au plan national? Absolument, absolument. D'ailleurs, lors des dernières élections législatives, l'Union progressiste avait déjà écrit une nouvelle page de l'histoire politique, puisque, comme vous le savez très bien, nous sommes rentrés dans une nouvelle ère politique et l'Union progressiste aux dernières élections législatives a confirmé sa présence. Et une deuxième fois encore, elle confirme son ancrage politique, ce qui veut dire que désormais, le chef de l'État a raison de penser que oui, il faut se mettre ensemble pour être plus fort. Il faut se mettre ensemble pour être plus fort. Hein? L'Union progressiste qui, visiblement, a confirmé sa suprématie déjà lors des législatives de 2019. Aujourd'hui encore, elle passe en tête à l'issue du scrutin. Je me réjouis parce que je l'avais déjà dit sur ce même plateau que la vague jaune va faire mal. La vague jaune va faire mal parce qu'ils ont mis les moyens et ils ont fait le nécessaire. Une fois encore, ils ont prouvé que bon, ils sont prêts à aller davantage loin. Moi, c'est à saluer. Aujourd'hui, quand on voit les résultats, cela revient à dire quoi? Que nous avons 3 partis politiques sur le territoire national. Les 2 qui sont inéligibles doivent choisir leur camp désormais. Ou bien ils font partie de UP, ou bien ils font d'ABR. Parce que quand vous prétendez soutenir les actions du président de la République, vous devez vous associer aux partis politiques affiliés au chef de l'État. Et la leçon est claire. Désormais, tous les enfants prodigues sont invités à rejoindre la maison. Et là, nous aurons sur l'échiquier 3 partis politiques en attendant que l'USL et restaurer l'espoir ne se décident à prendre leur récépissé pour être considérés certainement comme les partis de l'opposition. Mais je salue vraiment la percée des FCBE. Oui, on va y venir. C'était pas évident. Maintenant, le leadership entre l'UP et le BR est confirmé désormais. UP est au niveau national. Et ce qui me réjouit, le patron de l'UP, Amosso Bruno, n'a pas fait de cadeau à qui que ce soit dans le COUFO. Oui, dans le COUFO, il a tout pris. Il a tout pris. Il a tout pratiquement toutes les communes. Il montre davantage que en matière de fief, il garde son fief. Et les autres aussi, les autres ténors, les autres ténors de l'UP, chacun dans son fief a montré que, étant donné que c'est une élection de proximité, chacun a montré qu'il maîtrise encore son fief. Donc il revient aux autres partis en attendant 2021 de se mettre à jour pour que désormais au Bénin, nous ayons moins de partis politiques. Mais ce qui va encore arranger les partis politiques, c'est d'avoir un programme de formation des militants. Parce qu'au cours de ces élections, on a vu des comportements qui sont vraiment à décourager. Il faut désormais former les militants qui veulent vivre de la politique, parce qu'on peut vivre de la politique en respectant quand même les principes établis par tout le monde. L'UP, Mafrik Diakouno, l'UP qui confirme qu'il reste un grand parti, on a vu, l'UP a gagné 2 communes à statut particulier, je vais parler de Cotonou, mais également de Porto Novo, mais aussi quelques grandes communes quand même à Bomé, Calavi, Lokossa et autres là. Je veux dire que l'UP véritablement devient un parti qui va encore se faire parler d'elle pour de lui pour les années à venir. Naturellement, puisque vous savez, il faut déjà prendre les leaders politiques qui sont à la tête de cette formation politique-là, commune par commune. Vous savez, c'est des gens qui ont un charisme très développé, bien connu en matière de militantisme. C'est des gens qui sont des anciens députés ou députés en fonction et donc ont quand même de la popularité. Et donc, les voir à la tête, voir l'Union progressiste à la tête donc
de cette élection communale, ça n'étonne guère. Il faut comprendre que les gens ont travaillé sur le terrain, ils ont mouillé le maillot et ça a donné le résultat là. L'autre chose également, c'est de comprendre que on ne vient pas en politique pour faire de cadeaux. Et lorsque je prends par exemple Porto Novo, attention, il faut comprendre que les gens voulaient écrire une histoire. Ils ont réussi à l'écrire. Il fallait donc effacer Mbedi de la phase politique. Et ça a été fait. Il faut comprendre que lorsque vous dites que vous êtes avec quelqu'un, lorsque vous dites que vous êtes avec la majorité présidentielle, il faut se conformer à cette majorité-là, aux lois de cette majorité-là. Mbedi avait la chance de pouvoir donc se mettre ensemble avec l'Union progressiste ou soit le BR. Mais il a voulu montrer, la politique a changé, il n'a pas compris. Il faut s'adapter systématiquement au temps. D'accord? Les politiques ne se ressemblent pas. Et Talon, c'est un homme nouveau en politique. C'est vrai, quand on dit nouveau, c'est un ancien, mais aujourd'hui, c'est lui qui gère le pays. Donc, c'est un homme nouveau en politique. Et donc, les gens doivent comprendre que le système mis en place par le président de la République était de tout mettre en œuvre pour avoir des partis forts et non plusieurs partis qui vont parfois semer de la zizanie lorsqu'il y a les élections. Aujourd'hui, tout est clair. Tout est clair. Lorsque vous êtes avec un pouvoir, vous faites tout le nécessaire pour rester avec ce pouvoir-là. Donc, je recommande déjà au président Mbedi de chercher à rapidement rallier soit l'Union progressiste, soit le BR. Lorsqu'on prend, par exemple, l'OCOSA, par exemple, vous ne devez pas douter. Vous savez très bien que le maire, l'ancien maire, député à l'Assemblée nationale, est un défenseur terrible de l'Union progressiste. Un animal politique. C'est un animal politique redoutable d'ailleurs. Oui. Et donc, il fallait compter avec lui. Il s'est imposé encore à nouveau dans la commune de Lokossa. Parce qu'on vient à Abomey-Calavi, par exemple. Vous savez, Abomey-Calavi, c'est l'exception, en fait. C'est l'exception. Et malgré les moyens déployés par le BR, l'UP a réussi à s'imposer à nouveau. Comme d'ailleurs l'a été le cas. Comme l'a d'ailleurs été le cas lors des législatives passées. L'UP a gagné 3 sièges à l'Assemblée nationale sur les 4. Donc comprenez que l'UP, qu'on le veuille ou non, est une force politique. Quant aux élections communales, c'est vrai que dans Calavi Centre, c'est juste un conseiller qui a échappé, enfin, qui a fait la différence, entre les deux formations politiques. Mais il faut déjà reconnaître que l'UP s'est véritablement imposé. C'est ça le résultat final. Oui. Dans la commune. L'UP s'est imposé, hein, Jos Perzoanago, et même la candidature, le positionnement de Luc Atropo s'est révélé parfois fructueux. Ça aurait été un bon casting, puisqu'à Cotonou, l'UP est en grand finalement 30 sièges sur les 49. Non, je ne doute pas de la personne de l'UP, parce que quand vous voyez les différentes personnalités qui se retrouvent dans ce parti politique, ce sont quand même des dinosaures de la politique. C'est des gens qui ont commencé par faire la politique depuis 90, qui ont participé à l'animation de la politique, puis qui maîtrisent les rouages. Et quand on parle de politique aujourd'hui, on parle de stratège, on parle de stratégie. Donc, ça a payé. Mais moi, au-delà de l'UP, ce qui m'a fait plaisir, c'est FCBE. Komi Koutié a prouvé qu'il reste le fils de Banter. Komi Koutié n'est pas au pays. Mais non, il n'a pas besoin d'être au pays pour prouver qu'il reste le fils de Banter. FCBE a gardé dans son giro Banter. Parakou, FCBE a gardé. Et Savait, vous savez que Savait, ces 3 grandes villes-là, personne ne savait que FCBE allait quand même faire ce score-là. Parce qu'on disait, vu les dissensions notées au sein de FCBE, ça n'allait pas marcher. Mais aujourd'hui, on sait qui est qui. Moi, je dis, hein, le président Mbedi n'a pas capitalisé son expérience politique. Et Yahi avait déjà dit, votre papa, le président de la République a beau être votre papa, on ne l'affronte pas. Il a beau être votre frère, on ne l'affronte pas. Vous avez participé en tant que président de l'Assemblée nationale. Le PRD, jusqu'à preuve du contraire, demeure un Non, vous avez... Écoutez, le chef de l'État a dit, il a été dit partout. Si vous soutenez vraiment les actions du chef de l'État, vous devez vous retrouver dans les 2 partis politiques. Vous avez vu au dernier moment, Moël Béné a soutenu l'Union progressiste. Mais l'UTT, son rejet, le rejet non, justement, ça fait partie des leçons qu'il faut tirer.
le président Mbouji, président de l'Assemblée nationale, a porté les réformes du chef de l'État. Étant donné qu'il a porté les réformes ont abouti. Le PRD devait comprendre que désormais, les partis ne sont plus assimilés à la personne qui a créé le parti. On l'avait déjà dit. Et le président Mbouji a voulu garder le PRD pour lui. Son identité, l'identité du Mais parti. aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous imaginez qu'après des élections municipales, que le PRD n'ait pas un seul conseiller. C'est grave ça, politiquement c'est grave pour le président Mbouji. Le parti va se vider automatiquement. C'est une mort politique. Mais est-ce que là, ne concerne pas les conséquences là, de la réforme du système partisan? Mais oui, c'est ce que je dis. Vous avez porté la réforme, mais vous refusez de participer à la réforme. C'est-à-dire quoi? Le PRD aurait pu choisir entre l'UP et le BR, et peut-être Mbouji serait l'un des leaders de ces partis-là. Mais aujourd'hui, si Mbouji choisit avec le PRD dans l'un de ces partis, il ne peut plus être leader. Il n'est même plus membre fondateur. Il sera simple adhérent. Et c'est là que la politique joue de sale tour. Voilà. À chaque président de la République, sa façon de faire la politique. Avec le président Talon, il faut faire la politique autrement. Et les hommes politiques n'ont pas compris qu'il faut faire la politique autrement avec le chef de l'État. On a voulu garder. Et c'était parce que beaucoup ont dit que le PRD utilisait ses voix pour peut-être assouvir ses intérêts, faire du chantage, assouvir ses intérêts. Malheureusement, on n'a pas calculé la force de celui qu'on a en face de soi. Aujourd'hui, c'est un peu malheureux qu'on puisse finir les élections municipales, qu'on me dise que, bon, le PRD est inéligible. Le PRD, on va y revenir, mais je vais vous... parlons à présent du BR, et on sait que d'après les chiffres rendus publics par la Sénat, il y a 85 sièges seulement qui font la différence entre l'UP et le BR. Le BR, le bloc républicain, on a senti que bon, ils n'ont pas su percer dans les communes à statut particulier, aucune commune à statut particulier à la fin, mais l'autre de consolation sera été peut-être Boycon, Natitengou et autres là. Ce qu'on a dit, on peut dire dans ce cas que le BR n'a pas fait à piètre figure aux élections. Non, il faut déjà voir la personnalité de ceux-là qui sont les leaders politiques du bloc républicain dans ces zones-là. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Et lorsque vous prenez Boycon ou le BR a percé, c'est la personnalité politique Armand Gansé, de Armand Gansé qui a payé, qu'on le veuille ou non, c'est sa personnalité politique qui a payé à Boycon. Malgré ses déboires, la dernière fois. Bon, ce qui est sûr et certain, la politique, elle est différente. Elle n'est pas comparée avec... une autre logique, carrément. Elle est carrément dans une autre logique, la politique. Et donc, son leadership, son charisme a payé. C'est ça, il s'agit d'abord de la personnalité de ceux-là qui incarnent le parti politique. Mais là, la surprise, c'est que c'est le Boycon, jusqu'à un passé récent, a démarré le fief emblématique de Luc Atropo. Oui, mais il faut comprendre. C'est vrai qu'il n'est pas là, mais il est allé là donner des consignes. Mais non, mais il faut comprendre que c'est des élections de proximité. Et lorsque celui qui est le chouchou, d'accord, des électeurs n'est pas présent, c'est normal que les électeurs puissent faire avec celui qui, désormais, sera le leader. Est-ce que vous trouvez, Alphonse Moïse, que si Luc Atropo s'était positionné à Boycon, ça allait changer quelque chose, quelque part la donne? Bon, c'était pas évident. C'était pas évident parce que en politique, on a beau être les fils de même temps, on ne se fait pas de cadeaux. On se fait pas de cadeaux. Une fois que Luc Atropo a choisi de venir à Cotonou, il n'était plus dans le cœur des habitants de Boycon. On a dit, bon, celui-là, il nous a lâché, il n'a pas demandé notre avis avant de nous quitter. Mais le BR... pas digéré un peu. Oui, parce que c'est vrai qu'ils aimaient Luc Atropo, mais Luc Atropo est parti sans rien leur dire. Il n'a pas demandé leur avis. Ils ont juste constaté que, bon, Luc Atropo les quittait. Mais le BR, j'ai dit, le BR, c'est un parti qui fera mal un jour. Ouais, BR a pu récupérer Sémékodi. Sémékodi, c'est pas quand même... C'est vrai que c'est pas une commune à statut particulier, mais c'est une grande commune qui parle de Sémékodi, parle de frontières. Les activités économiques s'y développent là. Donc, il y a que le BR, c'est sûr, va se renforcer. Même si le BR n'a pas eu les villes à statut particulier, mais le BR va quand même gérer avec ces maires-là. Ne me dites pas qu'à Cotonou, Luc Atropo, si il était élu maire, va gérer sans le BR. Ne me dites pas qu'à Porto-Novo, le maire de Porto-Novo va gérer sans le BR. Non, c'est pas possible.
Donc, il y a que, ils vont recevoir un certain nombre d'arrondissements, ils vont occuper des postes stratégiques dans la mairie. Ils sont de la même maison. Ils sont de la même maison. Mais il faut dire que le BR va se reconstituer. C'est vrai qu'il y aura des rescapés de l'IDBN qui vont choisir leur camp. Il y aura des rescapés qu'on appelle du PRD qui vont choisir leur camp. En attendant, 2021, forcément, avec le score que nous avons là, UPBR, FCBE, je vois déjà que pour 2021, on aura probablement 3 candidatures. Voilà, l'une des grosses surprises de ces élections-ci, c'est les forces Kori pour un Bénin émergent qui ont fait une certaine percée dans certaines régions, notamment en arrachant la commune de Parakou, qui est une commune à statut particulier. Est-ce que, ma fille Diakouno, vous pensez comme certains que les FCB auront été la grande révélation de cette élection? Absolument, absolument. C'est la grande révélation. Mais cela ne me surprend guère parce que vous devez comprendre déjà que les gens avaient une revanche à prendre. Ils avaient une revanche à prendre et ils se sont préparés pour. D'accord? Ce qui surprend un peu, c'est que Parakou échappe, d'accord, au tout-puissant Charles Toko. Comprenez un peu. Un maire en exercice. Un maire en exercice. Mais il faut comprendre que c'est ça la politique. C'est les rapports de force. Et les rapports de force ont payé en faveur donc des forces Kori pour un Bénin émergent. Et vous n'êtes pas sans savoir que, de par le passé, celui qui a été le prédécesseur de Charles Toko était un maire FCBE. Oui. Vous savez les conditions dans lesquelles le maire Toko avait pris les rênes donc, de la mairie de Parakou. Et donc, les gens avaient une revanche à prendre, indiscutablement, et ils ont réussi à prendre cette revanche-là. Ils ont pris la revanche à Parakou, un FCBE qui, malgré les déboires successifs qu'ils ont subis, ont quand même fait une percée à l'issue de cette élection-ci. Est-ce que c'est à saluer? Oui, c'est à saluer. D'abord, à Parakou, c'est une raclée. On parle déjà de 7 communes. Non, Parakou, c'est une raclée pour Samadambi et Gbadamassi. Non, je prends d'abord Charles Toko est venu en politique il n'y a pas longtemps. Je parle des 2 dinosaures, à savoir Samadambi et puis Gbadamassi, qui en temps avaient été des adversaires. Ils sont retournés à Parakou, ils n'ont pas pu récupérer Parakou. Ils n'ont pas pu récupérer, ça veut dire que politiquement, ils sont fragilisés. Politiquement, ils sont fragilisés. Et je crois que FCBE a montré que c'est vrai. Comment est-ce qu'on peut interpréter cela? Peut-on dire que Parakou reste et demeure un bastillon fidèle à Boniaï? Vous avez parlé d'élections de proximité. C'est ça qui a donné la force à la FCBE. C'est leur fief. Parakou, c'était leur fief. Mais les autres candidats des autres partis ne sont pas moins proches des populations. Non, vous ne savez pas quel discours les membres de FCB ont tenu par rapport. Oui, mais même en dehors de ça, vous n'êtes pas sans savoir que les dernières élections législatives ont laissé trop de séquelles. On a vu ce qui s'est passé à Parakou où Gbadamassi avait eu du mal à sortir pour aller voter. Les leaders politiques de la mouvance qui étaient donc en liste avaient eu de la difficulté à aller voter. Et donc, cela confirmait tout simplement que Parakou demeurait le bastion des FCBE. Et jusqu'à nouvel ordre, ils viennent de prouver à nouveau qu'ils contrôlent donc l'électorat. Donc, il y a là une défiance. Il y a une défiance, qu'on le veuille ou non. Je voudrais d'abord dire que... Est-ce qu'on peut déjà envisager une descente aux enfers? Non, ça c'est le chef de l'État qui va tirer les conclusions de cette débâcle-là. Parce que on peut dédouaner Charles Toko, parce que n'étant pas trop politique, d'accord, mais à Dambi et Gbadamassi, je crois depuis 4 ans qu'il est là, doivent rendre compte au président de la République. Qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'ils ont eu les moyens, d'accord. Moi, je ne veux pas dire que les FCBE ont eu les mêmes moyens que le parti au pouvoir. Non, pas du tout. Ils ont eu les moyens. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le résultat soit comme ça? Donc, je crois que c'est au président de la République de prendre ses responsabilités, de faire une lecture, un décryptage donc de ces résultats-là pour savoir que oui, en 2021, est-ce qu'il pourra compter avec le Gbadamassi, le tout-puissant Gbadamassi ou le tout-puissant Adambi? Voilà. Voilà, est-ce que le chef de l'État va compter avec Gbadamassi ou le tout-puissant Adambi? Comment entrevoyez-vous l'avenir déjà de ces leaders politiques-là dans cette commune quand même où il y a beaucoup de projets en vue? Non, vous savez, le chef de l'État doit comprendre parce que dans la lignée de préparation de 2021, le chef d'État doit comprendre que certains nombre de leaders ont perdu dans le fief. Absolument. Ils ont perdu dans le fief. Ce n'est pas seulement Samadambi, ce n'est pas seulement Gbadamassi. Il y a beaucoup. Vous voyez à Banter,
les gens sont restés fidèles à la FCB. Ça va, les gens sont restés. Tout à fait. Donc, il va falloir qu'au niveau... Et par contre, à Tchaourou, à Tchaourou, oui. Bon, écoutez, FCB, vous savez, non, les gens de Tchaourou respirent Boni Yayi. Et Boni Yayi s'est désengagé. Il dit de ne pas associer son image à quoi que ce soit, à qui que ce soit. Donc, c'est ça qui a fait que le résultat de Tchaourou ne doit pas vous étonner, puisque Boni Yayi ne s'est pas affiché politiquement. Secondo, le leader politique qui, je crois, a su tirer le drap de son côté après les incidents des législatives, c'est l'honorable Adam Bagoudou, qui, je crois, est un leader du BR, et qui a compris très tôt qu'il faille donc gérer la situation autrement. Je crois que ça a payé, et ce n'était pas la réplique de force qui allait régler le problème. Mais ils ont compris, il a su gérer dans la douceur, je crois, il a écouté les uns et les autres, il a su gérer dans la douceur cette situation-là qui aujourd'hui lui donne parfaitement raison en matière. Donc, et puis, on note qu'il y a une recomposition de la classe politique qui s'amorce là. A dit que ceux qui pensaient qu'ils étaient tout puissants, ils ne sont plus tellement tout puissants. Ils ne sont plus tellement tout puissants. Donc, il y a de jeunes hommes politiques qui émergent et qui ont besoin d'être soutenus. Il faudrait désormais, et là je vais m'adresser déjà au président Moussou, il faut qu'il commence par préparer son départ de la politique. Il faut qu'il commence par préparer son départ de la politique qui donne la possibilité à d'autres jeunes, à d'autres potentialités de s'exprimer, parce que quand vous vous retrouvez en face d'un dinosaure comme Amos Bruno, il vous fait forcément ombrage. Absolument. Il vous fait forcément ombrage. Donc, il faut déjà que dans la perspective de 2021, puisque c'est l'année prochaine, que déjà qu'on donne la possibilité à d'autres jeunes d'émerger. D'une manière ou d'une autre. Comme vous avez bien constaté que sur les listes, je prends par exemple, que ce soit BA ou l'Union progressiste, il y a eu le positionnement des jeunes. C'est déjà un signal fort pour le renouvellement de la classe politique. C'est un signal fort. Quand vous prenez la liste UP, il y a des jeunes. Quand vous prenez la liste BA, il y a des jeunes. Et donc, des jeunes et des femmes, d'accord, qui quand même également ont mouillé le maillot pour s'imposer donc pour ces élections communales. Donc c'est déjà un signal fort pour que les anciens, d'accord, comprennent que oui, il est temps qu'ils laissent véritablement la main à la jeunesse, mais une jeunesse responsable, mais qu'ils doivent davantage former. C'est là où je vous rejoins lorsque vous parlez de la formation des militants, par exemple. Il faut que déjà que les gens comprennent ça. Et je voudrais remercier également, par exemple, un honorable qui a compris ça. C'est ça, lorsqu'on parle de la lutte de la jeunesse. Je veux parler de l'honorable Renfort Epiphane, qui a compris très tôt qu'il faut former la jeunesse. Je voudrais également que ça soit pareil dans les autres formations politiques, pour que la jeunesse puisse véritablement être à la hauteur de la tâche qui lui sera confiée. On parlera de 2021. D'aucuns disent déjà que c'est un rendez-vous d'avant-date. Les législatives constituent un test grandeur nature pour le chef de l'État. Est-ce que vous trouvez que c'est 2021 qui se joue déjà? Et quel impact les résultats qui viennent d'être proclamés là auront sur la présidentielle de l'année prochaine? Non, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a parlé de parrainage. Et que ces élections municipales et communales étaient très déterminantes dans la suite du processus. Donc, c'est la suite de la réforme. Et là, tout à l'heure, je vous disais que on a déjà potentiellement 3 candidats. Lesquels? Non. Un candidat du BR, un candidat de l'UP, un candidat de FCB pour un bénéfice. Maintenant, FCB, il y a la barre des 10%. Est-ce que vous pensez qu'avec qu'ils ont engrangé lors des communales là, ils pourront positionner un candidat, recueillir le nombre de parrainages nécessaires sur le terrain politique, présenter un candidat au présidentiel? Rien n'est acquis. Personne ne pensait voir les FCB à ce niveau-là. Et je dis, si avant 2021, les 2 partis de l'opposition, l'USL et Restaurer l'Espoir, arrivaient à obtenir leurs documents, ils peuvent aussi, qui sait, ils peuvent avoir aussi des parrainages au niveau des communes comme au niveau des députés. Donc, ça veut dire quoi? Que chacun, dès maintenant, doit commencer par préparer 2021. Ce qui est sûr, il y aura plusieurs candidats pour 2021. Comment entrevoyez-vous cette bataille? C'est une nouvelle course qui commence, et le président de la République lui-même le sait. Si jamais FCB sortait un candidat, attention, point d'interrogation. Si le président de la République lui-même, il va falloir qu'il choisisse un des blocs pour être candidat.
S'il est candidat, par exemple, de l'UP, c'est qu'il donne la possibilité à un BR d'être candidat pour véritablement l'affronter sur le terrain. S'il est candidat de l'un des deux blocs, moi je suggérerais peut-être qu'il négocie avec un bloc pour le supporter directement. Sinon, attention, s'il tenait véritablement à revenir en 2021, c'est sans compter avec. Alors, vous évoquez là plusieurs cas de figure, comme Absolument. Le dirait l'autre, wait and see. Ce serait votre mot de fin, mesdames et messieurs. Ainsi se referme ce 15e numéro de votre émission Carré Politique. Retrouvez-nous la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Merci de rester fidèle au programme de BNews.